Caméra Obscura 3.0, votre podcast sur l'avenir du marketing digital et des nouvelles technologies. Bonjour à tous, l'invité de Caméra Obscura aujourd'hui, c'est Clément SSB, dirigeant de l'agence Personnel qui produit actuellement plus de 60 dirigeants ayant besoin de vidéos courtes. Je suis Cyril Thiard, je suis le dirigeant de l'agence Ciel Digital et donc j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Clément SSB. Tu me confirmes un petit peu ce que j'ai présenté déjà ? Alors, enchanté. Et alors, ils n'ont pas vraiment besoin de vidéos courtes. Ils ont besoin de notoriété, ils ont besoin d'autorité, de crédibilité et ils ont besoin de vente. Et donc, c'est tout ce qu'on fait. On prend des experts, des dirigeants, on les met en face d'une caméra, mais en fait, on fait d'autres formats. C'est pas le seul. On fait des RP aussi et on leur donne cette visibilité qu'ils veulent, on leur donne cette crédibilité aux yeux de leur cible. Et ça débouche sur des ventes, des leads et potentiellement des partenariats aussi. Mmh. Et justement, alors tu as comme client notamment, tu me dis si je me trompe, ou tu as eu Nina Ramen, Caroline Jurado, mais également, je pense, Caroline Mignot qui est ton associée. Exactement, mais j'ai aussi l'avocat le plus connu de France, le plus suivi de France, Avi Bitton, des gens comme Olivier Mathieu qui aujourd'hui est investisseur dans un fonds qui s'appelle 2050 et qui à l'époque avait fait Price Minister. On travaille aussi avec Jean de la Roche-Brochard, qui lui est sur Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel. Enfin, on a plein de belles personnalités comme ça. Et c'est un régal de travailler avec. En seulement 3 ans. Non, ça fait 1 an et demi. Un an et demi. D'accord. Sacré parcours, justement. On va commencer par ça, avant d'aller dans le vif du sujet. Justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, que tu me dises qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à où tu es aujourd'hui, en sachant que je crois qu'au début, tu t'es d'abord un peu axé sur le marketing digital dans tes plus jeunes années. Alors ouais, parce que y a un truc très rigolo, c'est que les gens qui font les meilleures vidéos, c'est pas les storytellers ou les copywriters. Les meilleurs d'un point de vue technique ? Les meilleurs d'un point de vue impact. Impact. En fait, il y a un truc qui se transpose super bien, c'est le cold email. En fait, moi, ce que je faisais de base, c'était j'étais dans le marketing digital. Et mon job, c'était de générer des leads. Et j'avais un outil que j'adorais pour ça, c'était le cold email. Donc en fait, on prend une liste de personnes, on leur envoie un mail bien personnalisé et on prie pour que ça fasse une démo et que derrière ça convertisse. Et j'étais pas trop mauvais là-dedans, j'arrivais à avoir des taux de conversion à peu près à 4%, tu vois, de trucs dans une liste à clients. Donc en gros, j'envoyais 100 mails, j'avais 4 clients pour des paniers plutôt sympas. Donc voilà. Et ça, c'est parce qu'en fait, je me demandais toujours comment est-ce que mon mail comment est-ce que mon objet allait être perçu par quelqu'un qui sait absolument pas de quoi on parle, etc. En fait, un objet d'email, c'est exactement comme une accroche de vidéo. Si ton objet est mauvais, ton email sera pas lu. Si ton accroche est mauvaise, ta vidéo sera pas regardée. Et en fait, je n'avais absolument pas conscience de ça, mais j'étais plutôt bon en code email. Et un jour, cette startup s'arrête. Donc, je suis obligé de faire un choix. Et là, en fait, il y a mon meilleur ami, Arthur, qui a un studio à Toulouse, qui me dit, écoute, tu veux lancer un podcast, lançons un podcast vidéo. Et donc, on lance un podcast vidéo qui s'appelle l'Aftermarket. Et donc là, en fait, je poursuis ma passion du marketing, mais sous forme de podcast, donc coproduit à 2. Sauf qu'en fait, ça marche absolument pas. Lancer un podcast, lancer un format long comme ça, c'est très compliqué. Parce qu'au début, en fait, personne te connaît sur YouTube et YouTube te donne pas tant de visibilité que ça. Du coup, j'ai décidé de faire des formats shorts. Et tous les jours, je prenais une partie de mon podcast, une question que j'avais posée, je découpais la réponse, je la mettais sur les réseaux sociaux et je voyais si ça avait marché. Et c'est là que ça a marché. Et là, on a commencé à faire générer 100 000 vues par semaine sur le podcast. Arthur, c'est quelque chose Factory, c'est ça ? Factory 5.42. Factory, combien ? 5.42. 5.42, je l'ai rencontré avec sa mère. Ouais, Pascal. 3 ans, justement. Ouais, tu les as rencontrés où ? Et je sais plus. C'est ça la question, je me demande. C'était pas au Club de la Com parce que j'étais pas encore. Mais peut-être à la Mêlée ou dans un événement de la Mêlée. Bah, c'est sûr, ils sont partout. Ok. Bon, voilà, c'est le meilleur studio de Toulouse. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est pas loin en plus. C'est pas loin. Et donc voilà. Et donc là, ça commence à marcher. Là, on commence à avoir de l'attraction, on commence à faire des vues. Et un jour, je me dis, alors peut-être que c'est l'objet de ta prochaine question, mais en fait, je me dis, tu vois, le problème, en fait, c'est surtout que, vu que je savais faire des choses d'email,
des objets d'email, je savais faire des accroches impactantes. C'est la même chose. Et ça s'est recroisé. Et puis après, un jour, je me suis dit, en fait, concrètement, un podcast, ça ressemble sacrément à la version gratuite d'une agence de contenu, quoi. On invite des gens, on les fait parler, on leur pose des bonnes questions, on fait des bonnes recherches en amont, et puis ensuite, on va publier, on va créer des contenus à partir de ça, et puis on va les publier. Finalement, c'est exactement la même chose qu'on fait à Agence Personnelle aujourd'hui, sauf que c'est d'une toute autre échelle. Et puis surtout, on n'est plus contraint à un format podcast. C'est-à-dire que si tu me parles, je peux te dire, bah non, ça tu me l'as pas dit. Oui. Tu me l'as dit dans il me faut une accroche, etc. Puis tu réenregistres pas la totalité de la même chose que ce que tu faisais avant. Tu t'enregistres pas 20-30 minutes en one shot comme un podcast. Ah si, on enregistre 2h30, mais en fait, il y a 20 vidéos dedans. Oui. Et c'est extrêmement cadencé. Et voilà. D'accord. Et voilà, un jour, j'ai eu cette idée, et à partir de là, tout s'est allé très vite. Ouais. Alors ça, c'est arrivé donc en 2022. À peu près, ouais. Et donc juste un peu avant, et d'ailleurs c'est l'objet aujourd'hui, on est en partenariat avec le Club de la Com, comme tu sais. J'ai vu que justement tu avais fait du bénévolat à la Mêlée Numérique et au Club de la Com. Ouais. Et c'était ton introduction un petit peu dans ces milieux. Alors moi j'étais dans une école qui était l'ISEG. Et en fait il y a quelque chose. En fait, bon, les écoles supérieures, les écoles de commerce, les écoles de com, les écoles de marketing, les écoles de commerce, on crache beaucoup dessus. Mais en réalité, moi alors j'étais pas très bon dedans, mais ça m'a quand même donné l'accès à un réseau de professionnels. Je me souviens très bien. Par exemple, il y a un stage que j'ai décroché dans la rue. Ok. En fait, on avait un prof d'événementiel. Et c'est quoi son nom? On va lui faire une petite. Il a une super agence il a une super agence à Toulouse qui s'appelle l'Agence Pure. Ils font de l'événementiel et il est aussi dans l'immobilier, dans l'événementiel, dans la réception. Il s'appelle Anthony Garcia. Tu le connais certainement. Ça me dit quelque chose, ouais. Et en fait, ce Anthony était notre prof sur un cours d'événementiel. Et puis, quelques mois plus tard, je suis à Toulouse, dans la rue, place Wilson, je crois, et je vois un événement. Et je me dis, ah tiens, c'est étonnant. Et je vois une tête familière à côté d'une hôtesse. Et voilà que c'était c'était justement Anthony Garcia, qui est ce prof et qui était patron du coup de l'Agence Pure. Et donc, je dis à ma copine, c'est notre prof d'événementiel, etc. Je cherchais un stage à ce moment. Et elle me dit, va le voir. Tu vois, je crois que j'avais envoyé un mail pour une candidature spontanée. Elle me dit, mais va le voir. Je lui dis, bah non. Elle dit, si, vas-y, va le voir. Et puis on s'approche, je le salue, et puis je lui dis, au fait, je cherche un stage pour l'été. Il m'a dit, ah ouais, bah, écoute, envoie-moi ton CV, et puis en tout cas, en fait, vu qu'il me connaissait, il m'a dit, ouais, envoie-moi ton CV, et puis on va s'en occuper. Et j'ai décroché le stage comme ça. Cool. Finalement, parce que l'école avait créé un réseau et que via le club de la com, via en fait tout ce réseau qu'il y a autour de ça, ça avait permis de créer une relation privilégiée. Et c'est alors moi c'est souvent ce que je dis à des personnes qui nous contactent par téléphone et qui essayent juste la méthode classique. Et on n'a pas forcément l'opportunité au moment où ils appellent, etc. Mais je leur dis, allez vous-même rencontrer les gens directement, parce que même si c'est pas le bon moment, même si c'est peut-être qu'à un moment donné on se souviendra de vous dans un autre contexte. Ouais, complètement. C'est une méthode un peu nord-américaine que moi aussi j'ai connue au Canada en l'occurrence. C'est qu'on m'avait dit, ne démarche pas les gens directement pour du travail, mais démarche-les en leur portant une attention sur ça m'intéresse de savoir ce que vous faites, et aussi dites-moi en plus parce que voilà, j'aimerais connaître un peu les rouages du métier. Et si ça se passe bien, on pense à toi après derrière. Donc c'est intéressant parce que de voir qu'au final tu vas donner peut-être des idées à d'autres personnes qui recherchent des stages ou des alternances. Ouais, voilà. Mais après, le bénévolat au stage de la com et à la mêlée, je te rassure. En première année d'études, en deuxième, j'ai fait le vestiaire, j'ai fait accompagner, dire bonjour à la salle du buffet. Tu vois, c'était pas des postes extrêmement importants, mais en tout cas, ça faisait un premier pas. Mais un premier pas, puis tu vois plein de choses. Voilà. Début février 2023, donc la création de l'agence personnelle. Moi, je dis février 2023, mais ça marche pas. Si, tu m'as dit il y a eu un an et demi. Je saurais pas te dire.
Celle-là même qui a vu des dizaines, que dis-je, des centaines de milliers de vidéos apparaître sur nos feeds TikTok, Insta et maintenant LinkedIn. Maintenant, tout le monde s'y met. Hein. Alors moi, j'aimerais qu'on remette un peu le contexte. Cette mise en scène-là, c'est toi le premier en France? Alors, en fait, en effet, c'est moi le premier en France. En fait, j'ai eu l'idée. Est-ce que tu sais comment j'ai eu l'idée? Ben non. Alors, j'ai eu l'idée complètement par hasard de cette agence. En fait, je venais de lire Another Million Offers d'Alex Hormozy. C'est un bouquin fabuleux qui t'apprend comment créer une offre irrésistible. Je veux résumer ce livre pour ma newsletter. Et du coup, je prends les gens que je connais par mon podcast. Je me dis, Cyril, il est passé dans mon podcast, c'est un professionnel, il a besoin de quoi? Il a besoin de contenu pour ses réseaux sociaux. Quel est son problème? Eh ben, il sait pas forcément comment les créer. Alors toi, en l'occurrence, si, très bien, mais il sait pas forcément les créer, ou alors il n'a pas du tout le temps. Il n'a pas du tout le temps de le faire, c'est bon. Et puis alors, qu'est-ce qui l'empêche aussi? Il n'a pas le matériel. Et puis, il n'a pas le temps de trouver les sujets non plus. Et puis, en plus, il n'a pas le temps non plus de le diffuser. Et bref, il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Et qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais chez lui, avec une liste de questions qui était déjà préparée, que je filmais chez lui, en apportant tout le matériel, et ensuite je repars, et ensuite je monte tout pour toi, ensuite je diffuse tout pour toi, et tu n'as rien à faire, à part passer 2 heures avec moi. Et en fait, j'arrive à la fin de ma newsletter, à la fin de mon exemple, et je me dis, c'est plutôt pas mal. Ça sonne comme une bonne idée. Et donc, j'appelle Juliette Cadeau directement, que je connaissais, qui à l'époque était une freelance en communication, très influente sur LinkedIn. Et je lui dis, écoute, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, je signe, dans 2 mois. Elle me dit aussi, mais il y a quelqu'un d'autre. J'appelle aussi Jean-Baptiste Jézéquel, qui je crois a été le premier en vérité, et qui m'a dit oui directement, et qui a été mon premier client, le premier jour. Et elle me dit, et Juliette Cadeau me dit aussi, il y a une deuxième personne qui serait très intéressée, je pense, par tes services, c'est Caroline Mignot. Et donc j'envoie un message à Caroline Mignot, je lui dis, écoute Caroline, t'es super influente avec ton podcast, très, très éloquente, le problème c'est que tu fais pas de shorts, ou alors t'en fais mais il fonctionne pas. Et tu devrais en faire beaucoup plus, et tu vas me dire que t'as pas le temps. Je vais te dire que j'ai la solution, et voilà, et on peut faire un test. Tout ça dans un message LinkedIn? Ouais, mais il était cold email. Ouais. Donc je savais le rendre, voilà. T'as pas le temps, t'inquiète pas, je vais te le faire, on le fait pendant 2 mois, on essaye, et en échange, tu me donneras de la visibilité sur les résultats. 5 minutes plus tard, elle accepte le message, elle me répond, on planifie une date, et à partir de là, une des premières vidéos qu'on a fait 1 million de vues, je crois que c'était la 3e. Et dans les 10 premières, il y en a une autre qui a fait 10 millions de vues. Et à partir de là, elle a fait un post sur LinkedIn. Mon inbox a explosé. Et on s'est associés très courtement après. Et les choses. T'es encore à Toulouse? Je vivais à Toulouse, mais je me déplaçais en permanence pour des tournages. Donc, je vivais plus à Paris qu'à Toulouse. Okay. Et juste après qu'on se soit associés, j'ai déménagé. Je suis un Parisien heureux maintenant. Et comme quoi, alors, certains diraient le culot, d'autres diraient, et je pense pas que ce soit le cas, mais la chance. Et d'autres options, c'est vraiment la réflexion derrière le besoin, en fait, tout simplement, ce que tu as exprimé tout à l'heure. En fait, non, c'est pas ça. C'est quand tu changes jamais de cible, tu finis toujours par avoir la bonne idée. J'ai jamais changé de cible. Ça a toujours été, à partir du moment où j'ai lancé mon activité, je me suis dit, en fait, la cible de mon podcast, c'est les entrepreneurs, c'est eux que j'invite. C'est les entrepreneurs, les créateurs de contenu, etc. Ensuite, j'ai développé une expertise qui leur permettrait de développer de la visibilité. Je pense à Fabien Ferreira qui m'appelait et qui me disait, écoute, depuis que je suis passé dans ton podcast, franchement, je suis plus perçu pareil auprès de mes clients, c'est vraiment bien. Voilà. Je lui ai rien demandé. Il a juste, on a juste produit du contenu ensemble. Et donc, finalement, il y avait un début de solution là-dedans. Et ensuite, j'ai pris ce même set de skills que j'ai développé et je l'ai transposé à une agence. Mais au fond, j'ai pris un persona de personne, je me suis attelé à développer des compétences qui pouvaient leur servir. Et au fond, c'est ce qu'on fait maintenant.
On a commencé par savoir faire des vidéos courtes extrêmement virales. Aujourd'hui, on monte une régie qui permet aux créateurs de contenu B2B de monétiser leur audience avec des deals de marque B2B. Donc, on crée les audiences, on les monétise, on commence à faire des podcasts, on fait aussi des formations, on enregistre, on commercialise les formations de nos clients. En fait, on devient une agence de talent B2B. Et au fond, c'est toujours le même set de personnes à qui, en fait, on dit « Ok, tu as ce problème-là, tu sais pas faire tes stories, c'est vrai que tu n'as pas le temps. Bon, ben, on va créer un service pour toi qui va gérer tes stories. » Donc, tu sais pas gérer les deals en inbound qui arrivent, tu sais pas contractualiser avec les marques, ben, on va te mettre un agent. Tu sais pas gérer ta boîte mail parce que en fait il y a 10 000 marques qui te contactent, et ben, on va te mettre quelqu'un qui gère ta boîte mail spécialement pour les partenariats et ça va être ton agent et il va négocier les deals pour les marques et les filtrer pour toi. En fait, c'est toujours continu. Ouais. Mais résultat, on passe pas de 1 à 40, tu m'as dit en off tout à l'heure, en 6 mois, en 12 mois. À 40 Personnes. Ah oui, non. Ouais, non. Au début, j'étais tout seul. Pour te dire, au début, entre 16h et 19h, entre 16h et 18h, je faisais des marches dans Paris pour publier les vidéos de mes clients du jour. Ok. Voilà. Donc, c'était plus moi qui montais. J'avais réussi à déléguer le montage, mais je continuais en fait tous les soirs à faire des marches parce qu'il y avait un très mauvais internet dans l'Airbnb dans lequel j'étais. Et tous les soirs, je faisais des marches et je publiais les vidéos une par une sur Instagram, sur TikTok. Ah, joli cadeau, c'est fait. Jean-Baptiste Jézéchiel, c'est fait. D'accord. Et voilà. Et donc, j'ai délégué en fait petit peu par petit peu et on a construit énormément de process après pour... Ensuite, après, j'ai découvert mon amour pour les process, les systèmes, etc. Et maintenant, c'est très, très bien organisé. Et les seules choses qu'on ne sait pas vraiment déléguer aujourd'hui, c'est ce que je fais en tournage, mais on y travaille très fortement. Ok. Alors justement, tu parlais de le faire toi-même en marchant et tout, mais j'aimerais savoir comment tu fais pour que toutes les vidéos fassent mouche à chaque fois. Alors, c'est bizarre comme question, c'est assez large. Mais pour le coup... nous, on fait aussi un peu de vidéo pour les clients et nous, on a ce qu'on appelle une routine de grosse, c'est-à-dire ce qu'on fait avant et après la vidéo pour la mettre en ligne. Est-ce que tu penses que ça correspond à la même chose que ce que les gens font ou est-ce que tu as aussi des secrets qui te permettent d'être sûr que ça fonctionne? Alors, la routine d'engagement, c'est ça? Alors, je vais te dire un truc qui va pas te plaire. Ça sert à rien. Et qui est pas forcément non plus bon pour mon business parce qu'on le fait aussi pour des clients. Ok. Mais la routine d'engagement n'a absolument aucun intérêt. Bah, chauffer l'algorithme. À part sur un compte qui date de quelques semaines. Si tu as un contenu viral, tu peux le poster à 3h du matin, éteindre ton téléphone J'ai entendu dire ça. et il va quand même faire 5 millions, s'il doit faire 5 millions. Tu vas améliorer de 10 à 20% la performance générale de tes vidéos. C'est vrai. Et par contre, c'est un truc qu'on lance, c'est si c'est des comptes avec une autorité, en fait, on fait en sorte que tous les comptes de l'agence parce que c'est plein de gros comptes, s'auto-commentent entre eux, etc. automatiquement. Enfin, pas automatiquement, mais... et là, ça peut avoir un impact un peu plus gros, mais la routine d'engagement, toi tout seul, aucun intérêt. Je te donne un bon exemple. J'ai une cliente qui s'appelle Agathe Collinet, qui est dans les RH. En permanence... Elle a, toutes les semaines, une community manager qui passe 2 heures sur ses posts à engager, avant, après, à répondre à tous les commentaires. Okay. La semaine dernière, sa community manager était en vacances. Donc, elle était toute seule et elle avait énormément de taf. Elle ne pouvait pas répondre aux commentaires. Elle a publié une vidéo. Elle a fait, je crois, 2 millions de vues. Elle a gagné 30 000 abonnés. Ouais. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, tu es sur le contenu, ça va faire la différence. Mais l'effet inverse peut aussi être donné. Je vais te donner un exemple. Nous, on a une cliente qui est dans le culinaire marche de dingue. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, ça marcherait quand même. Sauf que, déjà, comme tu dis, il y a la réponse aux commentaires qui est quand même importante. Et un élément clivant, ça aide aussi à rendre le truc viral. En l'occurrence, nous, la première vidéo qui a buzzé, je vais te dire, c'est parce qu'en fait, les gens n'étaient pas d'accord sur un truc qu'elle montrait dans la vidéo.
Et tout le monde sait en gros renvoyer la balle, si c'est ça, non c'est pas ça, etc. Et donc en fait, l'élément clivant aidant, effectivement si on n'avait pas été là, les gens se seraient quand même, si tu veux, un peu foutus sur la gueule. Alors je peux te donner 2 concepts. Alors il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que, alors en effet, ça, c'est quelque chose que je dis au début de débriefing quand on commence un tournage. Je dis, il y a un mot nuance, je le croise comme ça. Et je dis la nuance est proscrite en ces lieux. Donc ne me le mets pas, ne me dis pas, ne nuance pas tes propos. De toute façon, on l'enlèvera et ça fera pas joli. Voilà. Mais il y a 3 choses. Il y a 3 choses là-dedans. Si tu veux performer sur les réseaux sociaux, il y a 3 choses. Une chose en général. L'idée est plus importante que la forme. Tu peux parler d'un sujet intéressant avec un mauvais micro, une mauvaise caméra, avec une parole pas du tout construite, on t'écoutera quand même, parce que le sujet est intéressant. Par contre, parle d'un sujet inintéressant avec un vidéaste qui te coûte 10 000 € la journée et un montage impeccable, tu n'auras pas autant de vues que le reste. Voilà. Donc ça. Et donc c'est l'idée avant tout. Et deuxième chose, ensuite, une fois que tu as l'idée, c'est sujet fois méthode. Donc la méthode, c'est ensuite comment est-ce que tu vas... la méthode, c'est comment est-ce que tu vas accrocher et retenir l'attention et la récompenser. Et pour ça, le plus important là-dedans, c'est vraiment d'accrocher l'attention. Et là-dedans, il y a 2 concepts. Du coup, vu qu'on a du mal à le déléguer, je l'ai théorisé. Okay. Il y a le time to catch et ce que j'appelle le barbed wire hook. Le time to catch, c'est le nombre de secondes qui s'écoulent à partir du début de la vidéo jusqu'au moment où la personne comprend finalement de quoi va parler la vidéo. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle va en retenir. Ce temps-là, plus il est long, moins ta vidéo est bonne. Plus il est court, plus ta vidéo en tout cas, plus ton accroche est bonne. C'est-à-dire que c'est absolument pas pareil de dire « Aujourd'hui, je pense qu'on a un problème. Il faut réformer l'éducation nationale. » Tu vois, aujourd'hui, en fait... Il y a juste la fin. C'est ça. Il faut réformer l'éducation nationale. Tu vois. En fait, ça dit exactement la même chose, sauf que la plupart des gens vont prendre ces 3 mots au début et en fait vont tuer leur time to catch. Et donc, là, en l'occurrence, c'est pas une accroche très, très fabuleuse, mais voilà. En fait, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le time to catch. Il faut que ce soit le plus court possible. Et si tu regardes nos vidéos, il n'y a jamais de mots en plus au début. Oui, bien sûr. Alors qu'en réalité, dans les rushs, il y en a. Et la deuxième chose, c'est le barbed wire hook. C'est qu'en fait, il y a, dans ton anatomie d'accroche, il y a 3 choses. De 0 à 3 secondes, c'est le scroll stopper. C'est ce qui va empêcher la personne de scroller cette vidéo en plus. Et de 3 à 6 secondes, il y a ce qu'on appelle nous la consolidation d'intérêt. C'est-à-dire, c'est bien, tu m'as accroché, je ne scrolle pas, mais est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ta vidéo? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Ça se joue dans les 3 à 6 secondes. Et donc, en fait, là-dedans, tu ne peux pas avoir un seul mot tu ne peux pas avoir un seul mot en trop. C'est-à-dire que si ta phrase fonctionne quand même, si tu enlèves le mot, eh ben, tu l'enlèves. Voilà. Et parfois, tu peux aller très très loin. Et voilà, c'est pour ça que j'appelle ça le barbed wire hook. On dit qu'il faut une accroche, mais ça doit être un fil de fer, quoi. Ça doit être le fil de fer le plus fin possible. Oui, tout à fait. Et alors, tu parles aussi souvent d'autre chose que tu as appelé le framework adapté d'AIDA, à savoir un CTA où tu évoques à la fin plutôt une récompense. Ouais. Alors en fait, je l'ai appelé la méthode SSB. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un connaît vraiment ce qu'il y a derrière? Non. D'accord. Donc c'est suspense, storytelling, banger. Ok. En fait, pourquoi ça c'est quelque chose aussi qu'on explique à nos clients pendant le briefing avant le tournage. C'est alors j'attends pas d'eux qu'ils appliquent ce format, mais je les guide, mais je les aide à reformer leur pensée avec ce format-là, qui est extrêmement efficace. C'est suspense, storytelling, banger. En fait, la première chose que tu veux faire, c'est créer du suspense. C'est notre accroche. On veut attirer l'attention. Là, il te faut une accroche qui
puisse faire un scroll stopper, mais aussi intéresser. Donc, il te faut quelque chose qui soit où tu vas t'identifier, tu vois, soit qui va susciter la curiosité, ou alors qui va forcément susciter une réaction parce que tu vas remettre quelque chose en cause. Déjà, si tu as ces trois choses-là, tu es sûr d'avoir quelque chose qui est bien. Et ensuite, une fois que tu as ton accroche, c'est pas tout. Tu as créé du suspense. Maintenant, il faut raconter une histoire. Il faut développer l'intérêt. C'est la partie storytelling. Donc, en fait, là, là, c'est le cœur de ta vidéo. C'est là où tu dois vraiment. C'est là où la magie se passe. Là, si tu très souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte des histoires à l'intérieur. C'est vraiment pas la même chose de raconter un concept ou d'expliquer comment est-ce qu'il se joue à l'intérieur d'un cas concret. Très souvent, ce qui fait la différence entre une bonne et une excellente vidéo. Et à la fin, le plus important, et c'est ce que tu as noté et tu as bien fait parce que c'est le plus important, Cyril, c'est ce que nous, on appelle le banger. C'est la récompense à la fin qui est tellement bonne que tu veux soit partager parce que tu t'es vraiment identifié à la vidéo, ouais. soit tu as tellement été remis en question que tu vas aller débattre dans les commentaires, soit tu as tellement été éduqué, alors ça sonne pas très bien, mais soit tu as tellement appris dans cette vidéo que tu veux l'enregistrer, ou soit elle est tellement utile et c'est tellement une ressource que tu veux l'enregistrer pour pouvoir la retrouver plus tard. Si tu as ces trois éléments, tu as une bonne vidéo. Oui, d'accord. Effectivement, le concept du CTA, que évidemment on enseigne et qu'on connaît bien dans le marketing digital, on l'imagine trop que sur un commentaire. Tu as raison, sur le côté enregistrer, transformer, transférer à quelqu'un qui ça peut servir. En plus, d'ailleurs, les algorithmes ont pas mal changé cette année pour valoriser un peu plus ça encore. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'aime pas. J'aime pas forcément. On le fait quand on a des enjeux, typiquement des enjeux de lancement, où on remplit des masterclass pour des lancements, pour des formations, etc. Là, on va le mettre. Mais sinon, les gens sont pas bêtes. Et en fait, il vaut mieux ne pas faire de CTA, ne jamais demander à son audience, mais par contre avoir un profil très bien optimisé, c'est-à-dire que tu déclenches un intérêt, la personne arrive sur ton profil et ton profil est tellement bien optimisé, on comprend tellement bien ce que tu fais, la valeur, comment, et c'est tellement facile de passer à l'action, parce que tu as les bons liens et les bons éléments de réassurance un peu partout, que tu le fais. Oui, bien sûr. Les gens qui ont besoin de toi, les gens qui ont vraiment besoin de toi et qui sont convaincus, ils trouveront toujours une façon de passer à l'action. Ouais. Quitte à t'envoyer un message et à te relancer. Et alors, la vidéo verticale, aujourd'hui, elle est partout. Elle vient même d'arriver sur LinkedIn il y a quelques semaines. T'en penses quoi de cette arrivée-là ? Moi, je suis dans les backstage de tous les créateurs LinkedIn depuis que la vidéo est arrivée. Et je peux te dire que c'est incroyable. Ouais. C'est très facile de faire 1 million de vues. 100 000 vues, c'est la norme. Et sur LinkedIn. Et parfois, on fait sur LinkedIn des meilleurs scores que sur TikTok. En termes de visibilité, aujourd'hui, LinkedIn, si tu fais pas de vidéo, t'es clairement à côté de la plaque. Après, nous, on l'expérimente aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu comme TikTok. Il peut y en avoir une qui buzz plus que d'autres. C'est assez aléatoire. Est-ce que tu as déjà observé des tendances du genre voilà, une fréquence, l'idée. Comment ? L'idée. Si tu publies 10 idées, enfin si tu publies, en fait c'est toujours la même chose. Si tu publies 10 bonnes vidéos qui sont bonnes pour ton audience que tu as sur LinkedIn par jour, elles vont toutes bien marcher. Alors peut-être pas par jour, parce que LinkedIn sature assez rapidement. Un peu beaucoup, ouais. Mais par semaine, elles vont toutes bien marcher. En fait, il n'y a pas vraiment, pour l'instant, de règles. Voilà, c'est ça. De toute façon, elles sont principalement... t'as rarement 5 millions de followers sur LinkedIn. Donc, elles sont principalement montrées à des gens qui ne te suivent pas. Donc, qui ne sont pas exposés à tes posts répétitifs. Et donc, tu n'as pas ce problème de... En fait, c'est un mythe. Il y a beaucoup de gens qui croient au mythe de je vais agacer mon audience. Je vais fatiguer mon audience en publiant trop. Mais pas que sur LinkedIn, sur Instagram aussi beaucoup. Ça, c'est un mythe complet. Il n'y a jamais une baisse de performance. En réalité, il y a même un chiffre
Il y a même eu des tests qui ont été faits. Et le chiffre, il est à 5 posts par semaine sur Instagram. Pardon, à 5 posts par jour sur Instagram. 5 posts. En dessous, au-delà de 5 posts par jour, tu commences à avoir des retours qui se... En fait, l'impact du sixième, l'impact marginal, il est moins bon. Et donc, ça sert à rien. Il vaut mieux le publier le lendemain. Mais en dessous de 5 posts par jour, tu as encore beaucoup de marge. Ok. Et justement, alors on parle d'Insta, on parlait de LinkedIn il y a 2 secondes. Est-ce que tu as des variantes justement en termes de réseau social en se disant on va faire des extractions différentes? En fait, parfois, tu as 2 cibles. Spécialement quand tu es dans le B2B. Sur LinkedIn, tu vas avoir une cible qui te suit pour ta boîte, pour tes levées de fonds, pour ce qu'ils peuvent potentiellement, parce que tu es dans la cosmétique et ils veulent potentiellement te distribuer. Ou ils veulent investir dans ta boîte. Et potentiellement, ces gens-là, tu peux pas les exposer à des vidéos qui vont être beaucoup plus grand public et un peu moins sérieuses. Et dans ce cas-là, tu vas pas publier ces vidéos-là sur LinkedIn, mais l'inverse, c'est pas vrai. Tu vas publier tout sur Instagram. Et parfois, on a des stratégies encore. Donc oui, tu peux faire ça. Encore une fois, c'est vraiment en fonction de ton audience. Et parfois, on a aussi des stratégies, par exemple. Il y a un secteur qui est très intéressant, c'est le secteur des RH. C'est un secteur qui est très bicéphale parce que d'un côté, tu as les recruteurs, d'un autre côté, tu as les gens qui recrutent, d'un autre côté, tu as les candidats. Et quand tu es recruteur, tu as les deux et tu dois attirer les deux. Ouais. Et par exemple, pour des clients, on a une stratégie sur LinkedIn qui va parler de recrutement, de comment est-ce qu'on chope, comment est-ce qu'on attire les meilleurs talents, comment est-ce qu'on les retient. Et de l'autre, on va parler de type d'entretien de recrutement pour les candidats. Et on explose tout de ce côté. On vend de la formation pour des candidats, pour décrocher le job de ses rêves, et ce qui est génial, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Shorts. Et on décroche des missions de recrutement sur LinkedIn. Oui. C'est pas le même contenu. Mais là, voilà, c'est autre chose. Et tu penses quoi alors de Threads, X, Twitch, BeReal? Est-ce que d'après toi, il faut y aller avec de la vidéo storytelling? Pour moi, c'est des algorithmes fermés, donc c'est une perte de temps absolue. D'accord. Même X? Alors X, ça peut très bien marcher comme outil de génération d'idées. Ouais. C'est-à-dire que, étant donné que... Déjà l'autorité quand même, non? Pas tellement. En fait, X, il y a une super façon d'utiliser X et toutes les plateformes qui ont en fait une production value assez basse, c'est-à-dire un tweet, un thread, un truc, un machin, une story. Alors en fait, ces formats-là, ça te permet d'identifier comment ton audience réagit à un message ou à un sujet. En fait, tu vas faire, je sais pas, peut-être que toi, Cyril, tu vas avoir 3 idées par jour, plutôt que de les noter dans tes notes, qui sont passives, tu vas les noter sur X et tu vas voir comment les gens réagissent et en tout cas comment ton audience réagit. Et du coup, à la fin du mois, quand tu vas décider tes sujets sur lesquels tu vas prendre la parole pendant le mois prochain, eh bien, tu vas te dire, ok, il y a eu énormément de réactions sur ce tweet-là, c'est super. Eh ben, je vais en faire un contenu long. Celui-là un peu moins, je vais en faire un shorts. En fait, ça permet de tester l'intérêt pour des réseaux d'idées, pour des réseaux qui ont une production value plus haute. Mais pour moi, y aller avec de la vidéo, storytelling, c'est bien, mais en fait, tout le monde voit que t'es pas vraiment un pure player du réseau. Tu joues pas vraiment avec les règles et on n'est pas là. Quand tu es sur Twitter, t'es pas là pour voir des reels. Tu vois, la plateforme, même s'ils mettent un feed, t'es pas là pour ça. Oui, c'est vrai que normalement, il y a le feed de vidéos qui devrait. Ouais, tu vois, mais en vérité, t'es pas sûr que ça. Les gens qui sont sur Twitter, ils sont là pour les tweets. Il faut les laisser tranquilles. Alors, si on part un peu vers la technique, justement, quels outils et technologies vas-tu éventuellement recommander s'il y a quelqu'un qui veut essayer de se lancer un peu et qui n'a pas vraiment de ressources, qui n'a pas les moyens de faire appel à ton agence, par exemple? Et avec quoi on commence tout à l'heure? Tu as dit que c'était le propos qui était plus important que la technique. Donc, il faut quoi? En fait, je pense que, j'ai pas de caméra, ou j'ai pas de micro, ou j'ai pas de caméra, ou j'ai pas d'équipe de montage, ça c'est des fausses excuses. Ouais. En réalité, tu peux le faire seul si tu en as envie.
Ça va te prendre du temps, mais tu peux. En réalité, tu peux très bien te filmer avec ton téléphone. Pour le micro, des micros comme les DJI mic sont bien. Et ensuite, tu peux parfaitement monter tout avec CapCut, la version CapCut de Mac, qui est bonne à pas grand-chose sauf faire des vidéos verticales et les sous-titrer. Ça, il le fait très bien. Et voilà. Après, par contre, quelque chose que je recommande, c'est d'investir dans quelqu'un qui est correcteur d'orthographe professionnel. Parce que tu vas laisser passer des coquilles et c'est ton image professionnelle. Donc, c'est bête, mais nous, par exemple, à l'agence, on a 2 correcteurs d'orthographe qui passent en cascade. Une fois que l'un a fait ses retours, que la vidéo a été corrigée, il y a le deuxième qui passe. Et voilà. Et en fait, c'est humain. T'as déjà eu l'inverse? T'as déjà eu des plaintes? Ouais, totalement. En fait, ça, c'est une fois, on a eu une plainte d'un client et qui nous a dit, ouais, c'est une faute d'un niveau CP. Et en fait, le problème, c'est que il y a un problème dans la vidéo, c'est que les meilleurs monteurs sont rarement très bons en dictée. Et donc, ils font énormément de fautes. Il y a une faute tous les 3 à 4 mots. Et je sais pas si tu connais ce biais qui est, en fait, si tu demandes à quelqu'un d'appuyer dès qu'il voit un triangle passer sur une ligne, la ligne passe, tu lui mets un triangle. 100% des cas, il le voit. Mais dans 50% des cas, tu mets un triangle juste après le premier triangle, il le voit pas. Ouais. Et parce qu'en fait, tu te fais distraire par celui d'avant. En fait, quand t'as détecté quelque chose qui était ton but, t'as une fenêtre d'inattention juste après. Ok. Et ça conduit à énormément d'erreurs. Et il y a tellement de fautes, très souvent, qu'en fait, il nous faut le chef de projet, le correcteur d'orthographe 1, et ensuite le correcteur d'orthographe 2 pour venir à bout. Ouais, c'est une logistique, hein. Ouais, mais c'est des process. C'est des systèmes. Alors, si on s'écarte un petit peu de la technique, tu parles beaucoup aussi du charisme, notamment des interlocuteurs, qui fait de l'efficacité des vidéos. Peut-on, d'après toi, entraîner quelqu'un à être plus charismatique? Je pense qu'on peut difficilement entraîner quelqu'un. On peut prendre des cours de théâtre, etc. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir des bonnes idées qu'être charismatique. Et vu que ça marche aussi, c'est beaucoup plus facile de gagner en pertinence que de gagner en charisme. Et si tu dois investir, en fait, il vaut mieux être quelqu'un de pas très charismatique, mais qui dit des choses extrêmement intéressantes, qu'être quelqu'un de très charismatique qui finalement dit des banalités. Ça servira toujours mieux ta marque. Tu seras perçu comme un tout aussi bon, voire meilleur expert, et c'est plus facile. Oui. Donc, cherche pas à gagner en charisme, cherche plutôt à investir ce temps, à faire appel à des pros qui vont te donner qui vont faire un travail éditorialiste pour toi, ou alors délègue l'entièreté à des professionnels qui font que ça comme nous. Mais passe du temps à creuser les besoins de tes clients, ce qui les préoccupe, et trouve de meilleures idées. Ça va plus vite. Oui. Et alors moi qui apprécie particulièrement la vidéo, j'ai remarqué par exemple j'étais en général plus cool et sympa avec un verre à la main le soir, tu vois, avec un peu d'alcool pendant un tournage. Est-ce que c'est une petite technique par exemple de tourner le soir ou est-ce que toi tu te dis non, on peut y aller dès le matin? Quelles sont les tiennes déjà? Les horaires, ça change rien pour toi? Alors, il faut tourner quand tu es en forme. J'ai fait un podcast, un de mes récents podcasts où je suis arrivé après une journée de travail, après 2 tournages déjà, et puis en plus je suis arrivé à 20h30, alors que d'habitude c'est l'heure où je me couche. Clairement, on voit que mon temps de réflexion sur le podcast, parfois je mets 1 minute à trouver la réponse à ce qu'on me demande. Donc oui, forcément, il est... Je crois que j'ai vu ce podcast. Ouais, je suis lent vraiment, waouh. Je suis très très lent sur ce podcast. Mais voilà, donc tourne au moment où tu es en forme. Emmène des choses, si t'adores les chocobons, emmène une poche de chocobons et mange-en quelques-uns à chaque pause. Il faut se mettre dans des bonnes conditions. C'est évident que si on est un oiseau de nuit, on va pas tourner à 7h du matin. Mais t'as pas essayé le principe du soir autour d'un cocktail? Alors moi, je suis du matin. Oui, mais pour tes invités? Alors le problème, c'est qu'il faut que ça reste quand même assez industrialisable. Pour l'équipe.
Et voilà, je suis pas sûr là, d'être autorisé à faire travailler tout le monde le soir à partir de 20h30. Ah, ok. Dans le code du travail, je crois que je vais rapidement avoir des soucis. Bon, je pense que ça dépend plutôt de tes conventions collectives. Mais non, je pense qu'il y a plein de conventions collectives, l'hôtellerie, tous ces trucs-là. Oh, totalement. Mais ouais. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, tu vois, mais en tout cas, sur l'idée des recettes pompettes, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avant, j'avais un setup dans mon podcast où on était dans un canapé avec un verre de vin et ça marchait très très bien pour mettre les gens à l'aise. Donc il y a ça aussi. Je pense qu'en fait, il faut que ton format te ressemble. Toi, ça sert à rien de filmer un truc la matinale si en fait t'es un mec du soir qui aime bien avoir un espace décontracté. Il faut en effet que ça te ressemble. Identité de marque et cohérence. Alors, on a déjà parlé, et tu en as parlé aussi dans la création d'une marque personnelle. Comment est-ce que tu fais pour aider justement tes clients à maintenir cette cohérence sur toutes les vidéos ainsi que leurs messages? Est-ce que tu as une sorte d'accompagnement aussi là-dedans? Ouais. Alors parfaitement. Nous, en fait, on fait davantage du marketing que de la communication. Parce que vraiment, on trouve le positionnement qu'ils peuvent prendre sur un marché. Et ensuite, on le déroule. Et ça veut dire quelle mission, quelle vision tu vas avoir. Et à partir de là, derrière, tout est cohérent. Tu vois. Un exemple extrêmement facile, c'est Caroline Jurado. Caroline Jurado sur LinkedIn, c'est Madame Crypto, c'est je vulgarise les cryptos, je suis une blonde aux yeux bleus qui parle de crypto et donc je vais vulgariser ce sujet des cryptos pour les personnes qui finalement veulent avoir un peu plus de liberté financière mais ne sont pas encore familiers à ça. Et donc on a une mission qui est voilà, je démocratise l'investissement en crypto et donc derrière quand tu vas aller créer de nouveaux formats, ça va rapidement être extrêmement cohérent. Parce que tu vas te dire, bon, bah, très bien, on va faire des nouveaux formats, tu vas lancer une communauté, sa communauté, ça va être, voilà, comment est-ce qu'on crée un plan d'investissement, comment est-ce qu'on devient financièrement plus à l'aise grâce aux cryptos en temps de jour. Enfin, c'est pas la promesse de sa communauté d'ailleurs, mais dans l'idée, ça pourrait être ça. Et derrière, si par exemple tu voulais créer un micro-trottoir autour de sa marque, eh bien tu prendrais le téléphone des gens dans la rue, tu leur dirais combien de gens, combien d'argent vous économisez tous les mois? Ah, rien. Ah, mais est-ce qu'on peut regarder vos dépenses? Oui. Ah ben voilà ce que vous pourriez enlever, ça et ça, et vous pourriez dégager ça, et voilà ce que ça a généré. Et en fait, on arrive facilement, quand on a une mission comme ça, et une vision, on arrive facilement à générer plein de formats qui vont dans la même direction. Sur un format long, plus expertise, on peut imaginer que, en fait, on va faire une série de vidéos longues où on décrypte l'utilisation des outils les plus communs en crypto, Binance, je suis pas expert. Mais voilà, on va aller prendre tous les gros SaaS de la crypto qui sont un peu complexes et on va faire des vidéos explicatives. En fait, une fois qu'on a un positionnement cohérent, c'est très facile de maintenir cette congruence. Voilà. Pour quelque chose d'un peu plus compliqué, par exemple, je ne sais pas si tu connais Mon CDI par Philippe Bazin. C'est quelqu'un qui est en train de révolutionner le travail temporaire pour les intérimaires. Il y a un gros problème dans le monde de l'intérim, c'est que 80% des gens qui travaillent dans l'intérim, dans le travail temporaire, sous-entendu moins de 8 jours, la plupart du temps, en fait, travaillent toujours dans les mêmes entreprises, au même poste, depuis très longtemps. Okay. En fait, pour les entreprises, elles préfèrent prendre des intérimaires, trouver un motif de recours et en fait reconduire leur contrat indéfiniment parce qu'elles ont peur de prendre un CDI et qu'elles considèrent que ces personnes-là ne sont pas embauchables. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les embauche via un CDI qu'il a fait voter, via un contrat qu'il a fait voter lui-même il les embauche via son entreprise à lui, et il les refacture ensuite comme une ESN, finalement, à peu près, comme une ESN ferait. Et donc lui, en fait, sa mission, là, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Là, je t'ai expliqué son business de façon brute, mais si je te dis, en fait, je suis Philippe, et je sors tous les intérimaires de France du travail précaire, bah là en fait j'ai un positionnement beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Ça suscite la curiosité. Comment ça tu les sors du travail précaire? Et ensuite derrière je peux dérouler et à partir de là on peut imaginer
une ribambelle de formats qui vont suivre et qui vont être cohérents avec son positionnement. Alors là, justement, tu avançais un petit peu ma question suivante, qui était de donner des exemples. Là, t'en as des deux importants aussi. Pour le coup, ça m'amène à un autre questionnement qui est en lien avec une sorte de, je dirais pas bad buzz, mais en tout cas d'éléments un peu négatifs qui a tourné autour du fait que il y a 6 mois, 1 an, je ne sais plus trop quand, une partie des communautés en ligne a commencé à dire oui, mais en fait, c'est pas des vrais podcasts, mais c'est tourné à la façon d'un podcast. C'est complètement débile. Franchement, ces personnes sont complètement débiles. Franchement, qu'est-ce que tu préfères entre quelqu'un qui va dans un podcast, qui se fait couper la parole, qui n'a pas le temps de dérouler sa pensée. Au final, il était très intéressant, mais il était stressé, il a pas bien expliqué, t'as pas tout compris, il a utilisé du jargon. Et quelqu'un qui va du coup chez nous, chez Agence Personnelle, et à qui on va complètement déconstruire l'expertise pour la rendre déjargonnée, hyper simple, la décomposer en petites capsules qui sont à chaque fois très digestes et qui expliquent une notion et pas 10 000 sans jargon, sans truc d'expert. Et donc en fait, déjà en fait, ça permet de rendre l'expertise compréhensible et de la rendre découvrable, tu vois, qu'elle se propage sur les réseaux sociaux. Le problème du coup des experts, c'est que en fait, s'ils devaient tous passer dans des podcasts pour se faire découvrir ou pour finalement faire découvrir leur expertise, rien que pour informer les autres, en fait, ils le feraient pas. En fait, cette expertise, on l'aurait pas. Aujourd'hui, on a une chance fabuleuse, c'est qu'on a des personnes comme nos équipes et puis d'autres personnes aussi sur le marché qui font ce travail-là, de prendre des gens qui ont fait plein de choses de leur vie, qui ont découvert des choses et qui s'efforcent de le rendre découvrable, compréhensible, pour que sur les réseaux sociaux, on n'ait pas que des bêtises, mais qu'on ait aussi de la parole d'experts. Et je trouve ça affligeant que ces gens-là voient pas la valeur de ça et restent butés à se dire tu parles à un mur. Faux podcast. D'ailleurs, on en rigole. Hein. Je lui ai cadeau à chaque fois qu'elle vient. J'ai vu dans tes stories. Ouais. Mais à la rigueur, je trouve que si on devait donner une vulgarisation, moi je pense qu'on parlerait de mise en scène de l'expertise. Et tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu préfères ? Moi, j'ai pas de préférence, honnêtement, parce que j'adore le podcast aussi. Et pour le coup, je tombe aussi sur certaines de tes vidéos. Alors, j'ai évidemment des préférés par rapport à d'autres. Mais là où je pense que c'est louable, c'est qu'au moins ton positionnement et là où tu es rendu en si peu de temps montre que tu as trouvé quelque chose qui a de la valeur et qui marche. Donc, rien que pour ça, c'est déjà vachement valorisant, tu vois. Donc, il y a même pas matière à critiquer, tu vois ce que je veux dire. Mais après, en fait, derrière tout ça, il y a un sujet qui est très gros et dont en fait, on ne parle pas jusqu'à ce qu'on y soit confronté. C'est le sujet de la haine sur les réseaux sociaux. Et c'est un sujet sur lequel, en fait, on accompagne énormément nos clients parce que on sait que de toute façon, à un moment donné, ils vont passer la barre des 1 million de vues. Et là, on entre dans la cour des miracles. Là, en fait, il faut le voir comme... en fait, tu as rempli 36 stades de foot, de gens qui t'ont vu. Et le problème, c'est que dans chaque stade, tu as forcément, chaque stade de France, tu as un petit gradin en haut de gens qui sont pas d'accord et qui grognent. Ouais. Voilà. C'est pas grave. À l'échelle d'un stade de foot, c'est pas grave. Le problème, c'est que quand tu as 36 stades de foot, ça commence à quand même à faire 36 gradins. Ouais. Et donc, ça s'entend un peu plus. Voilà. Donc, la haine sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, à ignorer et à traiter. Ouais, tu leur dis de pas regarder les commentaires. Alors, déjà, voilà. Soit d'avoir quelqu'un qui traite les commentaires, soit de nous laisser les traiter, de pas regarder et voilà, d'ignorer ça. Ouais. Il y en a qui s'en font des playlists ou qui n'osent pas. C'est bien.
Ah, écoute, ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il faut surtout pas qu'ils le prennent personnel. Faut revenir sur le nom de ton entreprise. Ah, il faut pas le prendre personnellement. C'est quelqu'un qui a vu 30 secondes de toi, qui a projeté toutes ses inquiétudes, tous ses doutes sur toi, et du coup qui a décidé de te faire passer un mauvais moment. Mais en fait, en aucun cas, il t'a jugé toi. Il a jugé la façon dont tu as exprimé les choses, la façon dont c'était représenté, et il a jugé la façon dont il l'a perçu. Voilà. Il n'y a absolument rien de personnel là-dedans. Et pourtant, parfois, on a des messages assez touchants de nos clients qui sont en doute parce que ils ont reçu le commentaire qui faisait mal. Voilà. Et dans ce cas-là, merci. On a des équipes qui sont quand même géniales. Vous avez des psys aussi? Alors, quasiment. On a des très bons... On a une équipe qui s'occupe vraiment très bien. Ok, super. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup. C'était ultra riche. Moi, j'ai appris plein de choses. Et puis... surtout, c'est vraiment intéressant de voir le cheminement aussi de comment t'es arrivé à là. Et puis avec une petite touche toulousaine au départ, donc c'est chouette. Ah, je sais plus. Je voulais te raconter une histoire là-dessus, mais je l'ai plus. Ah, bah écoute, tant pis. C'est le mot de la fin. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci au club de la com. Du coup, si j'ai bien Exactement. compris, qui est ton partenaire. Et écoute, c'était un plaisir, Cyril. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Bonne continuation. Merci pour votre écoute, on se retrouve au prochain épisode. C'était Caméra Obscura 3.0. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.